Tu as beaucoup de personnes aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes sur les réseaux qui disent « Ah, vous nous mettez une cible sur le dos, vous nous mettez une cible sur le front », ils sont très nombreux à dire ça, par exemple, sur X. Or, eux le font. Par exemple, dans le cas de Irina Zalutska, qu'est-ce qui s'est passé ? On se rappelle que De Carlos de Juan Brand, donc son assassin, dit elle m'a traité de nègre. C'est faux, il n'a pas dit ça, mais il est schizophrène, le mec. Il est schizophrène. Donc peut-être qu'il a entendu ça, peut-être que c'est des voix dans sa tête. Je ne cherche pas à le défendre. Cependant, aux États-Unis, il y a des ONG qui vont sur les campus et qui disent tous les blancs sont racistes. Voilà, point. Ils font des conférences sur les campus, ils disent tous les blancs sont racistes, c'est votre couleur de peau qui vous rend raciste, on ne peut pas aller au-delà de ça. Ben, c'est ça qui crée ces tensions en fait. Et dans le cas de Charlie Kirk, on a vu dernièrement que c'était en un claquement de doigts qu'on pouvait rendre quelqu'un abject. Exemple, Paul Watson. Paul Watson à l'Humanité, les gens se sont quasiment entretués, c'était la foire d'empoigne, à hurler « Paul Watson n'est pas notre camarade » parce qu'il y a eu un article de reporter, un journal... Il a parlé à Brigitte Bardot. Et il a parlé à Brigitte Bardot, voilà. Bon, Brigitte Bardot, en effet, figure de droite, mais en effet aussi animaliste. Alors on fait quoi ? Bon, est-ce que la cause animale, elle est de droite ou de gauche ? Absolument pas. Bon. Eh ben, ils ont réussi à diaboliser Paul Watson. Bon, le type... Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un gars qui a mouillé le maillot, qui a pris des risques. Le gars, il est persona non grata au Japon. Il a sauvé les baleines, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pas de problème. Les bébés phoques aussi, c'était son truc. Mais là, du jour au lendemain, en un claquement de doigts, ils arrivent à dire « Ah ben non, c'est un fasciste ». C'est un fasciste. Donc on peut fasciser n'importe qui, on peut aujourd'hui mettre un point rouge sur le front de n'importe qui, tout comme d'ailleurs, on l'a vu, avec des gens qui sont des néo-nazis, dans certains pays de l'Est de l'Europe, on peut leur faire une standing ovation au Canada. Donc on a atteint un niveau où, sans les médias alternatifs, mais sans X, sans TV Liberté, sans les médias alternatifs, on aurait aujourd'hui un boulevard pour faire une standing ovation à un ancien nazi criminel de guerre au Canada, et en même temps prendre des gens qui sont des héros, typiquement comme Didier Raoult, et en faire des ennemis publics numéro 1. Est-ce que, d'après vous, l'Amérique est en train de revivre une séquence un peu comme l'époque des années 60, marquée par des assassinats politiques ? Vous pensez que ça peut être le début d'une série ? Béatrice ? Je pense que c'est même pire que ça. Je pense que les gens vont s'affronter. Là, il y a les gens au sein des entreprises. Vraiment la guerre. Écoutez, franchement, là, au sein des entreprises, donc il y a des licenciements. Donc il y a des licenciements là aussi, des gens. Alors là aussi, il y a eu de la désinformation en France, etc. BFM TV, critiqué que voilà, ils ont été licenciés. Maître Aulas, son tweet horrible. Ah oui, horrible. Pelletier, il s'appelle. Je ne peux pas prendre son pseudo, il faut qu'il assume. Il y a eu de la désinformation en France, mais effectivement, il y a eu des licenciements pour les gens qui se sont réjouis et qui ont appelé à tuer d'autres personnalités connues. Mais ce dont ils ne parlent pas, par exemple, le cas d'une journaliste sur une chaîne locale qui a rendu un hommage à Charlie Kirk, apartisan, juste parce que c'était son ancien boss et qu'elle était touchée personnellement, elle a été suspendue. D'accord ? Là, personne n'en parle et cette femme a eu vraiment une intégrité énorme parce qu'elle a du coup démissionné. Elle a dit ce job ne correspond pas à mes valeurs si on me suspend pour avoir rendu hommage à un homme assassiné que je connaissais et que j'aimais. Donc elle a démissionné. Mais ça, vous n'en entendrez parler nulle part dans les médias mainstream français. C'est une honte absolue et donc j'ai peur qu'il y ait la polarisation au sein même des entreprises et qu'il y ait une espèce de chasse aux sorcières des deux côtés, en fait. Ces licenciements aux États-Unis, est-ce que c'est pas non plus un signal positif contre la haine politique, pour le coup ? Oui, mais là... Alors, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est un rétrécissement. Certains vont y voir un rétrécissement du premier amendement. Qui peut servir dans l'autre sens. Voilà. Je dis certains parce que... C'est un appel au meurtre. Et c'est un appel au terrorisme intérieur, en fait. Donc, effectivement... Le premier amendement, il protège de l'État, de la prison. Mais il ne protège pas de votre employeur qui a le droit de vous virer s'il considère que vous... Ça dépend. Non, il y a des jurisprudences aux États-Unis qui sont très claires. Où un licenciement
licenciement pour cause de l'expression d'une opinion peut être perçu comme une atteinte au premier amendement. Alors, il y a débat. Il y a débat. Je ne les sais pas par cœur, mais il y a plus d'une 50aine de décisions de case law, donc Smith contre John, qui disent clairement que quand un employeur décide de licencier quelqu'un pour avoir exprimé son opinion, ça peut être l'opinion, c'est un appel. Oui, mais c'est pas comme en France. Hein. C'est quelle que soit l'opinion. Oui, c'est ça, en fait. Il commence à filtrer, voilà. Mais c'est la question juste du truc, parce qu'il y a un truc sur lequel j'étais pas... Enfin, on a un peu abordé le fait que beaucoup de gens aient modifié énormément des propos qu'avait dit Charlie Kirk pour justement le transformer littéralement au-delà de ce qu'il était. C'est-à-dire pas un mec de droite, voire d'extrême droite conservatrice, mais un nazi, un défenseur du sur les homosexuels, ce que disait exactement. Ce qui était faux. Mais en fait, il y a une limite à ce qu'on disait. Quand tu disais personne ne doit mourir pour ses idées, alors... On ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un pour ses idées. Ah, attention, on va essayer de... Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais repartir sur Simone Veil. La liberté d'expression, quand tu tiens un propos, elle est sacrée. Mais dès l'instant où tu es en campagne, dès l'instant où tu es en meeting, dès l'instant où tu es une personnalité publique, ton propos n'est plus simplement un propos, il est un acte. Donc, il peut tomber sous quelque chose de différent que la liberté d'expression de droit commun. Et effectivement, il y a un contre-argument à cette liberté d'expression absolue, c'est de dire, mais est-ce qu'on n'a quand même pas le droit de danser sur la tombe d'Hitler? Ben oui. Est-ce qu'on n'a pas le droit de danser sur la tombe de Mao? Si, et bien évidemment. Et c'est même plus sain pour la société qui s'en libère que de ne pas le faire. Sauf que ce sont des exceptions. Et que, juste, je conclus, ces gauchistes qui se sont félicités de la mort de Charlie Kirk en face de la glace, ils savaient très bien que là, c'était pas le cas. Que c'était pas une de ces méga exceptions de l'histoire. Donc il a fallu le nazifier. Il a fallu inventer les trucs, parce que dire il est homophobe, on regarde les propos, bon, c'est quoi? Il pense que l'homosexualité est contre nature au vu de ce que veut Dieu. Très bien, c'est l'avis d'environ le tiers de l'électorat de la France insoumise. C'est même pas ce qu'il a dit. Au vu de il a dit que donc qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, je sais ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire qu'il voulait lapider des homos. Parce que... Mais il n'a pas dit ni l'un ni l'autre. Justement. Donc, on va exagérer à mort ce qu'il a dit pour justifier qu'il est l'exception qui confirme la règle. Parce que ces gens-là savent très bien, quand ils se regardent dans le miroir, que ce que disait Charlie Kirk n'est pas suffisant pour justifier une de ces rares exceptions de l'histoire. Parce que ces gens sont des faux culs, ce sont des lâches, et ils n'assument pas ce qu'ils pensent. Ça s'arrête la liberté d'expression ou ça commence l'incitation à la haine, selon toi? Il y a des cas particuliers. Quand Hitler tient un discours, t'as des millions de gens qui meurent. Charlie Kirk, non. Hitler, il n'a pas fait juste un discours. Justement, c'est pour ça que je te renvoie à Simone Veil. Son discours devenait acte. C'est pas du tout comparable. Son discours devenait acte. Non, mais oui, mais il y a des gens qui ont tenté de... Là, tu réutilises quand même l'argument de certaines personnes qui se prétendent de gauche, qui disent, on va pas non plus... on va pas faire un réjouir de Hitler. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je te dis. Oui, mais en fait, ce que je te dis justement que parce que ce n'est pas le cas, que Charlie Kirk n'est pas Hitler, ces gens-là, pour justifier leur médiocrité morale, ont été obligés de le transformer en Hitler pour que ça puisse passer. Mais ça ne peut être parce qu'ils savent très bien eux-mêmes que ce n'est pas le cas. Ça ne peut être que de la malhonnêteté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça ne peut être que ça, puisque tu es parfaitement... Non, mais c'est pire que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... dans leur parti, déjà, est-ce qu'on peut s'accorder pour danser sur la tombe de personne? Personne, point. Parce que même un enfoiré, même quelqu'un qui a tué, c'est une tragédie. Sa vie aura été pas que je le victimise, c'est ce qu'il a commis est tellement triste qu'il n'y a aucune raison de se réjouir de rien. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de se réjouir, il y a justement à en tirer les conséquences, à apprendre des erreurs, à commémorer. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On est absolument pas d'accord. Puisque c'était pas Hitler, Charlie. Je pense qu'on ne peut pas humainement expliquer à un survivant des camps qu'il n'a pas le droit de se réjouir d'Hitler. C'est déplacé, c'est immoral. Je pense qu'il le ferait même pas. C'est infect de prétention. Il n'irait pas danser et ouvrir des...
écoutes des rescapés, ils le feraient pas, en fait, justement. Bien sûr que si, il y en a plein qui l'ont fait. Ils ont même créé un État pour aller traquer les mecs, les papis de 90 ans. Ça n'a rien à voir. Il y a de vrais rescapés de la Shoah qui ont en effet dit eux-mêmes. Mais certains ne l'ont pas fait. Donc on n'est personne, si on l'a pas vécu, pour dire à ces gens, vous n'avez pas le droit. Je suis d'accord. Mais c'est des circonstances exceptionnelles. Idriss a raison, c'est quart du sujet. Il y a un point, si on veut juste aller sur ce sujet-là, il y a un point qui est très simple. La haine, c'est une relation. Quand on veut plus, j'ai parlé à beaucoup d'Ukrainiens. J'ai vécu en Ukraine. Et les Ukrainiens de l'Ouest, c'est mort. Eux, ils vont détester les Russes à vie. Mais à un niveau qui est même pas, on peut même pas décrire. Où vraiment tout ce qui est russe, tout ce qui est même parler de Pouchkine, etc., ils vont les haïr. Parfois, je parle avec eux, je leur dis, est-ce que vous êtes au courant que la haine, c'est une relation aussi? Ils me disent, mais nous, on veut être indépendant, on veut plus avoir de relation avec la Russie. La haine est une relation. Exemple, vous avez un tueur en série aux États-Unis, j'ai oublié son nom, la vidéo est devenue virale. Alors, c'est le vrai tueur en série endurci, il est en procès, toutes les familles des victimes passent, il a été, comme il a fait un deal où il a indiqué où étaient les cadavres, il n'a pas pris la peine de mort, donc il va prendre plusieurs peines à vie d'affilée. Poker Face. Le type, vraiment, vous pourrez peut-être, on pourra le trouver dans une autre émission. Bon, Poker Face, il y a toutes les familles de victimes qui viennent, qui défilent, qui disent « j'aimerais que vous creviez, j'aimerais vraiment vous écorcher vif, j'aimerais vous déchirer, vous avez tué ma fille, vous avez détruit ma famille ». C'est vrai, le type est une raclure, c'est un tueur en série. Bon, à un moment, vous avez une mère de famille qui arrive, qui fait « monsieur, je vous pardonne. Pas parce que je suis gentil, pas parce que vous méritez qu'on vous pardonne. » N'aurait pas ma haine, quoi. Non, mais c'est plus... Oui, c'est en un sens, c'est ça, mais je veux plus avoir de lien avec vous. A dit la même Si je vous hais, si je vous déteste, il y a un fil entre vous et moi. C'est un fil, je me réveille en pensant à vous, je me réveille en pensant que je veux vous tuer, vous sortir les tripes, etc. Mais moi, je veux plus de fil avec vous. Ce qui vous arrive m'est indifférent, je veux être libre de vous. C'est ce que dit cette mère de famille dont ce type a assassiné de façon abominable les enfants. D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'il va y avoir c'est ce qu'ont fait les supporters de Charlie Kirk qui ont allumé des bougies au lieu de continuer mais la violence mimétique. là, ce que l'on voit comme conséquence, parce que là, c'est un moment de vérité. Ce tueur à gages, il s'effondre en larmes. Le mec, il se liquéfie. Il s'effondre en larmes. Il pleure comme un gamin. Il a la lèvre inférieure qui bouge comme ça. Et ensuite, il s'effondre en larmes, il prend sa tête dans ses mains. Tous les autres qui lui ont dit qu'ils allaient l'écarteler, qu'ils allaient le brûler vif, etc. Il était là, Poker Face. Non, c'était normal pour lui. C'est un tueur en série, c'est normal pour lui. Mais là, il y a cette mère qui dit ça, et le mec, il s'effondre. C'est ce qu'avait dit Gandhi. Je sais, ça paraît cliché, mais en fait, c'est de la chimie, c'est de la physique. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Si on veut enlever un lien, si on veut couper le lien avec la pire ordure possible, c'est ça qu'il faut faire. De facto, il va y avoir le procès de cet homme-là. Bien sûr, mais puisqu'on a encore avoir longtemps à faire. Puisqu'on a bifurqué sur Danser sur la tombe d'Hitler, il y a évidemment tout un tas de... Et j'en parle même dans une de mes confs. Cracher sur des morts, c'est le signe d'une décadence morale. Il y avait deux Américains, autre cas, étude de cas, deux Américains qui ont été pris en otage par le Hezbollah. Bon, il y en a un, alors ils ont eu des indemnités, ils ont eu des millions d'indemnités pour avoir été pris en otage par le Hezbollah. Il y en a un, les psychologues ont remarqué chez lui aucun symptôme de stress post-traumatique, zéro. Le type, pendant qu'il était otage, il se visualisait dans sa ferme en train de traire des vaches, littéralement, il se faisait un petit truc. Il était enchaîné à un radiateur, il se visualisait comme ça. Et quand il est sorti, il avait aucune rage, il s'en foutait de ses ravisseurs. Les gars lui ont fait subir des tortures, il s'en foutait d'eux. Ils n'existaient même pas pour lui. L'autre, stress post-traumatique, problème d'addiction, drogue, problème de jeu, Las Vegas, il a fini ruiné, il a perdu tout l'argent qu'on lui avait donné en indemnité. Pourquoi ? Parce qu'il avait une cicatrice psychologique profonde de haine méritée, puisque le Hezbollah, c'était des enfoirés, ils l'ont pris en otage. Bon. Donc je ne dis pas que c'est bien de ne pas danser sur la tombe d'Hitler, je dis juste que c'est la façon efficace de se libérer des pires raclures possibles. En tout cas, c'est pas moi qui vous considérez comme tout à l'heure, ce sont les de décadence morale, on est d'accord? Non, mais ça, c'est une évidence. Non, mais ce qui est fondamental, je pense qu'on est, pour rester dans la métaphore cinématographique, c'est dans Le Parrain. À un moment, il va se confesser, et il a dit tout le mal qu'il a fait, puisque tu parlais du Parrain, et il pleure. Et à ce moment-là, il est dans sa vérité, quoi. C'est-à-dire que c'est le sens du sacré, le sens qu'une société doit avoir du sacré, et c'est très difficile à faire. Le pardon, c'est
la forme supérieure de l'humanité, c'est ne pas avoir de haine vis-à-vis de quelqu'un qui... Moi, ça m'avait frappé pour plein de raisons, et des raisons aussi intimes et personnelles. Le moment du Bataclan, où on avait dit à cette personne qui avait dit « vous n'aurez pas ma haine », qu'est-ce qu'il avait été moqué, mais c'était le plus fort de tous, cette personne. Après, ce qui est horrible, alors attends, moi, je voudrais donner un point là-dessus, c'est que ce « vous n'aurez pas ma haine », on l'a complètement détourné pour empêcher toute justice. Voilà. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, et que les problèmes systémiques qui ont fait que le problème soit là, on dit, voilà, pour mettre ça sous le tapis. Moi, j'étais pas à ce niveau-là, j'étais au niveau où tu étais, vraiment du sacré, du spirituel. Et après, il y a une deuxième chose, pour rester dans le cinéma, mais qui dit aussi beaucoup de choses, c'est La vie est belle de Benigni. À un moment, qu'est-ce qu'il fait pour pas avoir ce choc traumatique? Il se raconte une histoire, c'est pas vrai, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi une leçon qu'on doit tirer, d'avoir quelque part en nous le sens du sacré. C'est pour ça qu'on nous l'a enlevé. C'est pour ça nos ancêtres les Gaulois, une mythologie, etc. On nous a enlevé tout sens du sacré, tu vois bien. C'est Antigone contre Créon. Ouais. Et moi, je trouve qu'on est vraiment dans Créon, dans le relatif. Toujours. Enlever le sang, ça ne veut pas dire rentrer dans le déni non plus. Bien sûr. Le pardon ne veut pas dire le déni. J'ai pas dit ça. Au contraire. Il faut regarder en face les choses. Il faut être très lucide. C'est transcender le mal. C'est transcender le mal, mais c'est quand même l'affronter pour pas qu'il continue à. Évidemment. On va pas tendre l'autre joue. Éternellement. Absolument. Eh bien justement, entre propagande médiatique, justement, morale de façade et banalisation de la violence, sommes-nous déjà en train de basculer dans un monde où l'idéologie efface toute déontologie? On en parle dans le second débat de Bistro Liberté. À tout de suite. Les médias du système ont-ils tous les droits ? La bien-pensance médiatique de gauche impose son narratif, comme l'a encore montré l'affaire Cohen-Legrand. Elle trie aussi ses indignations, décide quelles morts méritent d'être pleurées et lesquelles peuvent être justifiées. Quand un homme tombe, ce n'est pas le crime qu'on juge, mais son camp. Et certains, comme Sergueï Girnov, vont jusqu'à valider l'élimination physique de l'adversaire. Alors oui, entre propagande médiatique, morale de façade et banalisation de la violence, sommes-nous déjà en train de basculer dans un monde où l'idéologie efface toute déontologie ? Voilà donc la suite de ce formidable casting autour de moi dans Bistro Liberté. Donc pour ce nouveau débat, cher Idriss, qu'on a vu en plus aux Assises de la Souveraineté ce week-end. Donc c'était l'occasion aussi de parler de ces médias. Vous avez fait un long discours, hein, je crois d'ailleurs. Vous avez standing ovation. Là. Vous êtes très proche de Florent Philippot, oui. Je suis toujours très bien reçu chez les souverainistes. On veut bien sûr, d'ailleurs une belle... parce que vous allez chez les autres aussi. Déjà, je les reçois sur ma chaîne. Et donc, les trois, alors donc... Tout le monde. Alors les souverainistes, vraiment... Vous n'arrivez pas à se réunir. Hein. Mais le point de bascule, c'est déjà quand le mot souverainisme aussi sera acquis et plaidé par la gauche. Par exemple, on a vu le Canard réfractaire qui a dit non, l'Union européenne, alors c'est la génération Z, ils sont encore plus cash. Le Canard réfractaire, c'est l'équivalent de TVL pour la génération Z et à gauche. Et ils ont dit non, l'Union européenne, faut cramer tout ça, quoi. Bon, voilà, faut virer Ursula von der Leyen et tout. Ça, c'est le point de bascule, parce que pendant très longtemps, on l'a vu. Justement, caricaturer le souverainisme, c'était dire en gros les souverainistes, c'est des fous, c'est des mecs d'extrême droite, etc. Ce qui est évidemment pas le cas. Et donc, je suis très très content d'intervenir chez les Patriotes aux Assises. Vous pensez qu'ils se réuniront un jour, Asselineau, Philippot, ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Il faut qu'ils trouvent déjà un objectif. À gagner, hein. C'est parce qu'ils visent directement les présidentielles à chaque fois. C'est ça, les présidentielles, sous la 5e, c'est intuitu personné. Il peut en rester qu'un. Donc c'est très compliqué de faire des alliances. Et en plus, le système des partis fait que leur parti n'existe plus. Vous voyez, cette primaire que Florent Philippot a lancée. Moi, j'y crois. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut le faire. Ça, c'est clair. Ça, il faut que les deux autres acceptent de jouer le jeu. Mais c'est pas tant les deux autres que leur parti peut pas exister s'il se présente pas à la présidentielle.
C'est très difficile pour l'UPR de pas présenter un candidat à la présidentielle, comme c'est très difficile pour Debout la République, Debout la France, pardon, DLF, de pas présenter un candidat. Donc le problème est là. S'ils visaient des mairies, des régions, etc., je pense que déjà ils auraient... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils n'arrivent déjà pas à se réunir entre eux. Donc comment appeler après à réunir plus de Français? Comme vous savez, des fois il y a des points de basculement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... regardez par exemple le parti du général de Gaulle qui était complètement anecdotique et divisé, avec tout un tas de gens qui l'ont quitté, etc. Et puis ensuite, à la faveur des événements, là, les événements, c'est la dette française, c'est le fait que la France perde complètement sa souveraineté. À la faveur des événements, vous pouvez avoir une rupture. Donc c'est très bien, pour l'instant, les partis souverainistes, ils sont en incubation. Voilà. Et c'est pour ça longtemps qu'ils sont en incubation. Hein. Pas, quand on compare aux autres partis dans l'histoire, pas tant que ça. Pas tant que ça. On a des partis qui ont pris le pouvoir en France, qui ont incubé beaucoup plus longtemps. Là, c'est à peu près une dizaine d'années. Une quinzaine d'années. La traversée du désert de Gaulle, c'était 12 ans, non? Donc, je pense qu'on va assister à des points de rupture parce qu'on a ce qu'on appelle le zeitgeist, l'esprit du temps. Et là, on voit justement sur les réseaux les jeunes générations qui s'emparent de la notion de souveraineté et qui commencent à la propager et à se foutre complètement de savoir si c'est considéré comme mainstream ou pas. Donc, je pense que ça peut sortir. Eh bien justement, alors voilà, toujours le débat mainstream, débat aussi plus large que ce débat mainstream alternatif, débat sur la liberté d'expression. On l'a dit en introduction, à la bien-pensance de gauche est aussi invité sur les plateaux de télé le soir de la mort justement de Charlie Kirk en déversant sa haine. C'est le cas notamment de Sergueï Girnov, ça me fait mal au cœur même de le citer, le prétendu ancien espion du KGB qui a déclaré « Les Trumpistes, les MAGA ne sont pas les victimes, ce sont eux qui provoquent la haine dans la société américaine, ce sont eux qui détruisent les institutions américaines, vous semez la tempête, vous récoltez la tempête ». Quand même, c'est inouï quand même, non? Oui. Mais... je ne sais même pas s'il faut... là, on a affaire à un non, je cherche l'ARCOM. Oui, voilà, l'ARCOM. Je ne l'ai pas vu. Effectivement, la question est à poser. Pourquoi certains se permettent d'exprimer leur haine comme ça en direct sur des plateaux télé qu'on les laisse faire? Alors justement, on en a fait beaucoup, ils en ont fait des caisses, Thierry Breton, sur le DSA, le Digital Service Act sur le numérique. Il y a l'ARCOM que vient de citer Greg sur les plateaux télé. Mais en fait, on voit que ces outils qui nous ont été vendus comme des outils de préservation de la civilisation, de la démocratie, d'une certaine moralité, du vivre ensemble, en fait, ne sont que finalement de facto des instruments de maintien, de domination idéologique et toujours de la